Bonjour à tous. On va commencer notre 32e congrès Jalmalv. Donc je suis Jeanne-Yvonne Faller. On m'a reproché de ne pas m'être présentée hier, présidente de Jalmalv 35, Ille-et-Vilaine, depuis octobre 2022. C'est vrai que ce n'est pas moi qui aurais dû être à cette place, c'est Huguette qui aurait dû y être. Bon, elle nous a fait faux bond, et donc je la relaye. Je vais accueillir tout de suite Madame Nathalie Appéré, qui est la maire de Rennes, et qui va se présenter elle-même. Monsieur le Président, Madame la Présidente d'Ille-et-Vilaine, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin à Rennes, dans notre couvent des Jacobins. J'espère que ce lieu inspirera vos travaux. Il a été pendant très longtemps le carrefour intellectuel de cette ville dès la Renaissance. On y enseignait la théologie, la philosophie, le droit, les sciences humaines, et je veux espérer que cet humanisme puisse continuer à inspirer vos travaux. Sachez que vous êtes ici précisément dans la chapelle où ont eu lieu les fiançailles d'Anne de Bretagne et Charles VIII, qui ont marqué le lien de la Bretagne à la France. Pour ma part, je considère que c'est un événement heureux. Je crois qu'en tout cas, nous avons pu depuis longtemps montrer que pour en être très breton, nous n'étions pas moins particulièrement républicains et particulièrement européens. Dans ce moment où j'ouvre vos travaux, je voudrais, si vous me le permettez, avoir une pensée très particulière pour celle qui nous a fait faux bond. Selon la belle expression que vous venez d'employer, je veux bien sûr penser ce matin à Huguette, qui fut présidente de l'association et qui nous a quittés en septembre dernier. En tant qu'infirmière, mais aussi membre du conseil de surveillance du CHU de Rennes, où nous avons eu beaucoup de plaisir à cheminer ensemble, et présidente de notre maison associative de la santé de Rennes pendant plus de 15 ans. Elle a œuvré jour après jour et sans relâche à garantir à chacune et à chacun un accès égal, inconditionnel aux soins. Toutes les personnes, et sans doute un certain nombre d'entre vous qui ont eu la chance de croiser son chemin, se souviendront longtemps de l'engagement, de l'humanité de cette femme de conviction. J'ai évidemment une pensée affectueuse pour son mari, pour ses enfants, eux aussi engagés au sein de l'association et qui ont œuvré à ce que ce congrès se tienne à Rennes, comme le voulait tellement Huguette. Comme vous, comme chacune et chacun d'entre vous, Huguette Le Gall a dédié une partie de sa vie, une grande partie de sa vie, à aider les autres, à accompagner les personnes en fin de vie et leur entourage, à combattre le tabou qui pèse sur la mort et à encourager chacune et chacun à oser parler de la peur qu'elle peut susciter, comme de la solitude et du dénuement qui entourent le deuil d'un être cher. Je suis convaincue qu'en lui succédant, Madame Faller, vous continuerez à défendre les valeurs portées par la Fédération depuis 40 ans, l'écoute, l'entraide, le droit à l'information, la liberté de choix, le respect de la dignité humaine. Cette année, vous avez donc décidé d'axer votre congrès autour de la nécessité de parler et d'accompagner la mort pour permettre aux uns, aux unes, de continuer à vivre. Cet enjeu, évidemment, est on ne peut plus d'actualité, alors que de plus en plus de voix s'élèvent dans le débat pour demander un allongement du congé des salariés ayant perdu un membre proche de leur famille, notamment un parent, mais aussi pour créer un congé permettant de se remettre d'une fausse couche, une épreuve qui concerne une femme sur 10 et une grossesse sur 4. Mais évidemment, votre congrès se tient avant tout à l'orée d'un grand débat national autour de la fin de vie initié par la création d'une convention citoyenne qui a travaillé pendant plusieurs mois sur la question
et qui vient de remettre ses conclusions au président de la République. Je veux m'y attarder un instant puisque les membres de cette convention recommandent notamment une évolution de la législation actuelle pour mieux accompagner les malades en fin de vie. Ils se sont déclarés favorables à la mise en place d'une aide active à mourir, mais aussi et surtout au développement des soins palliatifs afin que chacune et chacun puisse y avoir accès, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas aujourd'hui, en raison à la fois de l'absence d'une véritable culture palliative au sein de notre société, mais aussi, disons-le, d'un manque de moyens financiers et humains, singulièrement au sein de notre hôpital public. Vous militez d'ailleurs depuis longtemps, je crois, pour que l'on cesse d'opposer les soins curatifs et les soins palliatifs et pour que la médecine comprenne aussi que certains malades ne pourront guérir. Vous vous battez pour que l'on dise davantage la vérité aux patients, pour qu'on leur permette de prendre véritablement part aux décisions qui les concernent et surtout pour qu'on respecte tout simplement leurs choix, mais aussi pour que notre société change le regard qu'elle porte sur les personnes malades, les personnes dépendantes, les personnes âgées. Les chercheuses Camille Bourder-Mignot et Tatiana Grundler sont à l'origine d'une phrase que l'on reprend souvent et que je trouve éclairante en la matière. « Dis-moi comment tu traites tes vieux et je te dirai dans quelle société tu vis. » Mais pour revenir spécifiquement à la fin de vie, à ce sujet qui évidemment constitue un enjeu sociétal majeur à la croisée de l'éthique, de la santé, des libertés publiques aussi, et qui fait d'ores et déjà face à un certain nombre de questionnements, voire de réticences, il me semble que collectivement, dans les prochains mois, il nous faudra œuvrer à rassurer, à rappeler qu'accompagner la mort, ce n'est pas la donner. Et si la loi devait évoluer, je souhaite comme vous que cela se fasse dans l'apaisement, avec la recherche permanente du dialogue, du consensus. Et j'espère à cet égard que les recommandations de la Convention citoyenne seront, cette fois-ci, suivies des faits. Voici, mesdames et messieurs, les quelques mots que je souhaitais partager avec vous ce matin. Et pour conclure ce petit mot d'accueil, j'aimerais emprunter la phrase de Périclès lors de son hommage aux premiers morts de la guerre du Péloponnèse. Le bonheur est dans la liberté est dans le courage. Merci à vous de défendre la liberté avec courage depuis tant d'années, d'œuvrer à protéger les plus fragiles et à faire évoluer la société vers toujours plus de progrès social, de justice, de dignité. Je vous souhaite des échanges à la hauteur de cet idéal humaniste que vous poursuivez et que, je peux vous en assurer, nous avons en commun et en partage. Excellent congrès de Rennes à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame Appéré, pour votre présence ce matin et puis pour votre discours. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Olivier de Margerie, le président de la Fédération, qui va ouvrir officiellement ce congrès. En fait, il est déjà ouvert et merci beaucoup, Madame le maire, pour ce que vous avez dit, qui nous donne un cadre sur le fond, en plus du cadre du lieu, car il va falloir être à la hauteur des événements qui s'y sont passés. Et sur le fond, merci beaucoup de l'avoir dit dans son ensemble, parce que si on va être bien sûr plus axé sur la question du deuil, c'est néanmoins dans le cadre d'ensemble que ça se discute, que ça se réfléchit. La période actuelle est effectivement une période intense de discussion, et en même temps, sur l'activité du deuil, quelque part, c'est quelque chose qui est extrêmement continu, qui est au jour le jour, qui ne dépend pas du tout de l'actualité politique, mais finalement de l'actualité individuelle des uns et des autres qui sont confrontés à une disparition et après à un deuil. Donc c'est ce paradoxe à la fois d'un moment politiquement très actif et d'une question qui est une longue permanence que chacun rencontre à un moment ou l'autre.
Ce que j'aurais envie de dire au moment où on commence et où je vous remercie d'être tous là, y compris ceux qui sont là-bas tout au fond, là où l'amphithéâtre remonte, vous pouvez vous retourner derrière, ça va très très loin. Merci beaucoup d'être là tous à l'écoute. Et oui, merci de faire des gestes parce que vous êtes vraiment loin et on est quand même dans le même bateau pour toute la journée, voilà. C'est qu'il me semble que cette question du deuil, et qu'on a approché avec le sous-titre derrière « Continuer à vivre », elle est complètement au cœur des 2 pieds de l'action de Jalmalv. Sur le premier pied, ce n'est pas difficile à comprendre. Dans l'accompagnement que nous apportons à des personnes endeuillées, quelles que soient les modalités par lesquelles on le fait, on est très clairement sur le premier pied, sur l'accompagnement auprès des personnes. Mais il me semble que cette question du deuil, on est aussi sur le 2e pied de Jalmalv parce qu'il y a aussi la difficulté que être endeuillé, être en deuil, c'est socialement pas si visible, ce n'est pas si simple à accepter, à poser. Ça ne se pratiquait pas comme ça il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on pourrait être à l'écart, on pourrait ne pas mettre en avant sa situation de personne ayant perdu quelqu'un. Voilà, parce que nous sommes tous occupés à faire autre chose, à travailler, à agir, nous sommes tous occupés dans nos activités individuelles et il n'y a plus beaucoup de temps pour la reconnaissance que la disparition de ceux qui sont partis est pour ceux qui restent quelque chose qui est à vivre et à traverser. Et au fond, ce 2e pied, il touche aussi la question du deuil, c'est une des facettes de la représentation de la mort qu'a notre société. Et on verra que dans les sujets qu'on va aborder, il y a le fait qu'il faut aller rencontrer les endeuillés là où ils sont et qu'il y a parfois des deuils qui sont difficiles à assumer socialement parce que, pour telle ou telle raison, parce que la personne qui est morte, je prends un exemple, elle est morte d'une overdose et c'est finalement difficile d'assumer ça socialement. Donc on est bien sur nos 2 pieds. Ce que je voudrais ajouter, c'est que... Alors, je vais chercher, j'avais écrit un petit quelque chose, ça vient de m'échapper, je vais essayer de le retrouver. C'est le matin, c'est pas si facile. Voilà, je voulais ajouter une petite idée, c'est que sur cette question du deuil, il nous faut, et c'est le premier pied de l'action de Jalmalv, pour chaque association, accueillir peut-être plus ou accueillir mieux ou accompagner mieux les personnes en deuil. Et là, ça va nous amener à faire un peu de chemin. Il y a deuil et deuil, il y a des raisons différentes. C'est, comme on l'a déjà entendu dans la conférence hier, c'est à chaque fois assez spécifique, assez particulier. Et donc, il faut accepter cette variété, on va dire, des situations de personnes en deuil. Et du coup, avoir une sorte de gamme de possibilités d'accompagner les uns et les autres selon ce qui va bien à l'un ou à l'autre et il nous faut là aller plus loin. Or, on le fait déjà beaucoup dans nos associations ou dans la plupart de nos associations, comme on le verra tout à l'heure où il y aura un petit aperçu sur une enquête que nous avons fait avant la tenue de ce congrès sur ce thème qui sera présenté par Jeanne-Yvonne Faller et les autres personnes qui ont travaillé à cette enquête. Il y a déjà beaucoup d'associations qui ont une pratique, mais il y a encore peut-être à aller plus loin et à réussir à accueillir mieux. Et la deuxième idée, c'est que peut-être particulier pour le deuil et qu'on ne retrouve pas dans les autres accompagnements que nous faisons, qui est qu'il faut à la fois, on ne va pas à la recherche des personnes endeuillées pour leur proposer quelque part une offre de service que nous aurions. En revanche, elles viennent vers nous si elles ont la chance de croiser le fait que, ah oui, peut-être à Jalmalv, ici dans ma ville, il y a quelque chose qui est proposé aux personnes en deuil. Ou d'autres associations qui assurent le même type. Il faut être à l'écoute de ceux qui pourraient venir nous rencontrer parce qu'ils attendent quelque chose. Et donc, finalement, pour le faire plus, pour le faire mieux, il faut aussi se poser la question de comment être plus visible avec ce que nous proposons, sachant que ce que nous proposons ne fait pas l'objet d'une publicité, ne fait pas l'objet de grands messages claironnants. Ça fait l'objet de contacts, voilà. Et on va avoir dans notre journée de travail une dimension là-dessus pour nous rendre plus capables d'être suffisamment visibles pour que ceux qui sont dans ce type de besoin puissent rencontrer notre association ou une autre association. Il y en a plusieurs et c'est fort heureux. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour ouvrir les choses. Je vous proposerai un petit aperçu sur le déroulement de nos 2 journées demain, mais peut-être après. Et je vous propose qu'on passe sans plus tarder, si je ne bouscule pas l'ordre des choses que nous avions imaginées, à ce qui est un retour justement sur cette petite enquête. Je me tourne vers... Ah non. Justement, j'ai sauté une marche.
avant d'arriver là, nous allons faire, si vous le voulez bien, un hommage à Huguette Le Gall qui a déjà été évoqué ce matin et je vais du coup passer la parole à plusieurs personnes qui sont là. Alors, nous avons voulu rendre un hommage à Huguette. Nous avions pensé à vous faire réécouter le texte qu'elle avait fait, enfin qu'elle avait présenté dans une interview. Et puis après l'avoir réécouté avec Pierre, son mari, on s'est dit que c'était pas tout à fait elle, parce que c'est un texte qu'elle lisait, alors que c'est sa vie qu'elle racontait. Donc on a préféré reprendre l'hommage qu'on lui a rendu lors de ses obsèques. Et vous trouverez le texte d'ailleurs de l'entretien qu'elle a eu et qu'elle avait enregistré dans vos sacoches, là, vos pochettes. Bon, un peu d'histoire. Là, c'est un témoignage de la personne, Gracie Léon, qui l'avait embauchée à l'époque dans Jalmalve. Sollicitée par l'une des cofondatrices de l'association, en 1989-1990, nous n'avions pas la date exacte, avec un dépôt des statuts en 1992, Huguette a très vite pris une place importante dans l'accompagnement, dans la formation des bénévoles et dans l'association, en prenant la présidence au conseil d'administration qu'elle a presque tout le temps gardé jusqu'à ce 27 septembre 2022. En fait, sa raison d'être dans l'association et dans ses autres activités était d'être avec, d'accompagner, en étant à côté, mais en cheminant avec l'autre. Cheminer. Elle avait toujours le bon mot, la parole juste, au bon moment ou au moment le plus opportun pour faire avancer la personne accompagnée. D'ailleurs, son dada était la formation des bénévoles et des personnes du soin et du prendre soin. C'était son bonheur associatif quand elle prenait place face à une classe de jeunes futurs professionnels de la santé pour expliquer la fin de vie et le deuil. Et lors de notre formation à l'accompagnement, que d'anecdotes et d'expériences vécues qui imageaient son propos. Nous étions presque avec elle à vivre l'accompagnement. Elle aurait pu déléguer tout le reste, mais pas ça, et l'accompagnement bénévole, bien sûr. Très égoïstement, c'était mon petit plaisir personnel quand je l'aidais à rédiger la lettre d'info, 3 fois par an, de découvrir les nouvelles rencontres imaginées par Huguette. Après, bien sûr, dans l'édito, le « bonjour » en 2 mots, elle y tenait. Et il fallait la suivre, même si on était derrière elle à pousser son fauteuil. Ce fauteuil, même si cela est la face visible d'un handicap physique, à force de la côtoyer durant ces dernières années, je l'ai vue comme la face invisible de sa visibilité et son outil pour être avec. Ce fauteuil, sa visibilité, quand nous étions près d'elle au milieu d'un hall immense avec plein de monde, Huguette attirait le regard qu'elle captait pour engager les conversations. Et avec son prénom agréable à prononcer, chacun avait plaisir à la rejoindre avec un « Bonjour Huguette ». Son outil pour être avec, les groupes de parole sont un exemple typique. Il oblige chacun à être assis en rond. Nous étions à la hauteur physique d'Huguette en se faisant face. Huguette, qui ne loupait quasiment aucun groupe de parole, se mettait alors à notre hauteur intellectuelle ou psychologique pour nous faire avancer dans l'écoute de l'autre et nous mettre en situation auprès de la personne fragile en fin de vie et en deuil. Finalement, ces dernières années, nous ne prêtions plus attention à son fauteuil. Pour moi, elle était là, avec moi,
dans mon bénévolat. Et des témoignages reçus, elle a été avec chacun de tous les adhérents et elle le restera. Dans son activité de bénévolat dans l'association, mais aussi dans l'animation de la vie associative, soirées conviviales, conférences, soirées, théâtre, elle foisonnait d'idées. De lui avoir proposé d'assurer le fil rouge lors du dernier congrès d'Évian, cela l'a remplie de joie, de fierté et l'a beaucoup touchée. De même, elle mettait tout son cœur et toute son énergie dans la préparation de ce congrès, on y est là actuellement dans ce congrès. Le conseil d'administration de l'association Jalmave 35 s'est engagé à mener à terme ce beau projet et ce congrès 2023 au centre des Jacobins. Ce congrès, comme je vous l'ai déjà dit hier, lui est totalement dédié. Nous remercions Pierre, son mari, toujours discret, mais présent pour l'accompagner dans tous ses déplacements et ses nombreuses activités, de nous avoir rejoints au conseil d'administration et de nous avoir beaucoup aidés pendant la préparation du congrès. Merci Huguette pour tout ce que tu as fait pour le mouvement Jalmave et pour la belle personne que tu as été. Mais quel travail tu nous as laissé. J'ai oublié de te présenter. Excusez-moi, j'avais oublié de vous présenter, c'est Philippe Scholl, qui est le trésorier de l'association Jalmave 35 et qui a été beaucoup avec Huguette. Et maintenant, on va laisser la parole à Martine Binda, Marie-Rose Gelkoff, Véronique Maillet et moi-même pour la restitution de l'enquête sur le deuil qui a été faite auprès de toutes les associations Jalmave.